La débrouille, toujours la débrouille. Je vais vous raconter l'histoire de Jeanne et les exilés du Formule 1. J'ai appris à travers ma propre expérience d'accueil qu'une fois que l'on s'essaye à la solidarité, on peut être pris dans un véritable tourbillon, tant l'expérience est gratifiante sur le plan émotionnel. Je partage ce ressenti avec la plupart des aidants rencontrés en chemin, dont Jeanne. Quadragénaire à l'énergie communicative, elle m'a contactée pour me raconter sa soudaine plongée en solidarité. Elle aimerait que son expérience puisse donner envie à d'autres d'agir. Nous nous sommes donné rendez-vous un matin dans sa grande bâtisse à Épône, une ville paisible à 60 km de Paris. Elle m'accueille avec un sourire radieux, m'offre un café puis s'excuse. Je dois passer plusieurs appels urgents. Chaque matin, après avoir déposé ses 3 enfants à l'école, cette mère au foyer s'installe, agenda sur les genoux et téléphone vissé à l'oreille. À 40 ans, elle s'est lancée à corps perdu dans l'hospitalité. Bonjour Philippe, je voudrais savoir si le mercredi 25, tu serais disponible pour transporter une mère et son bébé à la maison médicale pour un rendez-vous de vaccination. Son histoire m'a interpellée car Jeanne n'a jamais milité ni été bénévole dans une association. Elle se dit volontaire indépendante et appartient à cette vague de nouveaux solidaires qui ont récemment fait le choix de l'hospitalité envers les demandeurs de refuge. En 2019, elle a choisi de prendre sous son aile des familles placées par le SAMU social dans un hôtel Formule 1 de sa ville. Cela représente actuellement 80 personnes, me précise-t-elle. Une majorité de demandeurs d'asile, dont plusieurs femmes seules, toutes enceintes ou accompagnées de petits bébés. Elle reprend le cours de son appel. Il faudrait aussi accompagner Tamita à la maternité. Si tu trouves que cela fait beaucoup, je lui dirais de se débrouiller en train. Au bout du fil, Philippe, un chauffeur de taxi à la retraite qui l'aide bénévolement à transporter des familles vers les rendez-vous médicaux et administratifs. Dès qu'une nouvelle famille arrive, bien souvent sans ressources, Jeanne fait le point sur ses besoins et lui apporte une aide éclectique. C'est un puissant fond, m'avoue-t-elle, concédant consacrer un plein temps à cette nouvelle vie de bénévolat. Je commence par parer au plus urgent, les nourrir, les habiller, leur donner de quoi se laver comme des serviettes de toilette et des produits d'hygiène. Car une fois mises à l'abri dans cet hôtel de 3 étages, les familles se retrouvent livrées à elles-mêmes. Jeanne l'a découvert en rencontrant par hasard une maman qui était logée là-bas en urgence, le temps d'obtenir une place en centre d'accueil. Comme cette mère, arrivée seule avec son bébé, n'avait rien pour cuisiner dans sa petite chambre, Jeanne a mis en place un roulement avec quelques amis pour lui apporter une fois par jour de quoi prendre un petit déjeuner, un repas froid à midi et un plat chaud le soir. Elle a fait de même pour 2 autres familles hébergées, elles aussi depuis peu. Jeanne était loin de se douter qu'elle venait de manière totalement spontanée de se lancer dans une aventure qui occupe désormais chacune de ses journées. Je parle ici de l'impulsivité du geste d'accueil. Dans leur ouvrage, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère défendent l'idée que l'impulsion hospitalière n'est jamais préméditée. Elle serait pour partie indécidable et nous renvoie à une perception de l'intolérable. Elle serait une réponse à un appel et nous réagirions finalement malgré nous ou en réponse à une situation qui nous serre la gorge. On peut faire le parallèle avec l'Ukraine actuellement. C'est pour ça que j'entame cette série de lecture de mon ouvrage sur ma chaîne. L'histoire de Jeanne correspond en tout point à cette théorie. Sensible au sort des exilés, elle fut comme beaucoup bouleversée par les images de traversées en Méditerranée. Et soudain, elle a eu un déclic en découvrant que 2 de ses vies fragiles et ballottées par la migration logeaient à 2 pas de chez elle. Elle se souvient que sa rencontre avec Fatima l'a complètement interloquée. Elle se rend compte que leurs garçons sont scolarisés dans la même école, c'est une claque. Elle décide d'inviter ce petit garçon à l'anniversaire de son fils, 2 semaines plus tard. De ce geste inclusif naît alors une grande amitié avec Fatima, mais aussi entre leurs 2 enfants. Touchée par la vulnérabilité de cette mère, Jeanne commence à lui rendre visite plusieurs fois par semaine et cela n'a jamais cessé depuis. Ce qui me motive à y aller tous les jours, c'est d'abord que je les aime profondément et du fond de mon cœur. En veillant sur cette mère et son fils, Jeanne recrée des liens d'appartenance dans ces vies déracinées qui en étaient privées. L'hospitalité nous renvoie souvent à la vulnérabilité des vies sans soutien, sans état, transformées par la misère politique ou économique en vies sans qualité, écrivent Leblanc et Brugère dans leur ouvrage.
La vulnérabilité de Fatima et de son fils, forcés de fuir l'avancée djihadiste dans le nord du Burkina Faso, a rendu palpable, visible et réelle l'existence des migrants pour Jeanne. J'ai une immense peine de savoir qu'ils ont quitté leur pays, leurs amis, leurs familles, leur métier et leurs odeurs, la nourriture, les bruits qui leur étaient familiers, non pas par choix mais par obligation. Dans l'impulsion hospitalière de Jeanne, je décèle une envie de faire en sorte que la vie de cette maman redevienne une vie qui compte, une vie digne d'attention et sur laquelle il faut veiller. En considérant cette mère et son fils, Jeanne défend inconsciemment l'idée que leur vie vale autant que la sienne, que toutes les vies se valent. Son regard bienveillant et son écoute leur permettent de sortir de l'état de spectre, de fantôme, dans lequel ils étaient plongés depuis leur arrivée en France. Car s'ils ont été secourus dans un premier temps, car mis à l'abri par le SAMU social quelques semaines, ils ont été relégués dans cette minuscule chambre d'un hôtel défraîchi sans bénéficier d'une expérience d'accueil digne d'un État comme la France. Nous quittons sa maison. Elle a rendez-vous dans une boutique d'alimentation biologique de la ville où elle récupère des denrées à distribuer à ses protégés du Formule 1. En chemin, alors que nous parlons de tous les obstacles que l'élan solidaire qu'elle anime rencontre, elle s'exclame que l'on devrait plutôt fêter l'arrivée de ces personnes exilées, les féliciter d'avoir réussi à rester en vie jusqu'ici, ou juste d'avoir eu cette énergie de vie, ce courage de partir. Jeanne est une jeune femme lumineuse. La solidarité qu'elle tisse au quotidien lui donne une énergie considérable. Je crois même que cela a donné beaucoup de sens à sa vie. Nous arrivons devant ce petit hôtel du centre, devenu le centre de toute son attention. Il y a beaucoup d'agitation lorsque Jeanne apparaît sur le parking. Des mamans passent leur tête par la fenêtre, des papas se rassemblent près de sa voiture. Le coffre de son monospace est plein à craquer. Elle commence par distribuer des petits pots pour bébé à 3 mamans, puis sort plusieurs sacs de linge qu'elle vient de laver. Une mère, qui semble avoir 15 ans tout au plus, récupère des tétines et demande avec beaucoup de pudeur si elle peut obtenir une boîte de lait premier âge pour son petit. « Je note, » lui répond Jeanne, illico. « J'en ai à la maison, je t'en apporte demain. » Les pommes de terre, courgettes, carottes et radis partent en un clin d'œil. La cagette de choux romanesco a moins de succès. Un père reste dubitatif devant ce légume qu'il découvre sans doute. Parmi les bénéficiaires de ces paniers de denrées, il y a bien souvent les femmes de ménage de l'hôtel qui peinent à boucler leur fin de mois, elles aussi. Le Formule 1 concentre toutes les précarités. Dans cet hôtel vétuste, l'air est saturé d'odeurs d'épices et d'huile de friture. Au départ, cela me donnait la nausée. Mais maintenant, je ne le sens même plus, me dit Jeanne, en frappant à une porte. La chambre de Fatia fait 9 mètres carrés. Un lit double et un évier disposés autour de l'unique fenêtre donnant sur le parking. La douche et les sanitaires sont au bout du couloir. Son nourrisson dort à poing fermé sur le lit. Je reste sur le seuil car il est impossible de circuler dans cette pièce minuscule. Jeanne s'est arrangée pour lui fournir un petit frigo et des ustensiles de cuisine. À côté d'une poussette, des sacs poubelles renferment toute leur vie. Dans la chambre d'à côté, Jeanne informe un couple de parents pakistanais qu'elle a mis en place une aide aux devoirs pour les enfants scolarisés. Comme les petits n'ont pas de place dans leur chambre pour jouer, elle organise aussi des matinées d'éveil afin qu'ils puissent courir et se défouler. Cela permet aussi de les occuper, de réduire leur temps d'écran dans la chambre. Et puis, ces petits, ballottés par l'exil, peuvent socialiser avec d'autres enfants de leur âge. 5 bénévoles viennent jouer avec eux et leur lire des livres. Jeanne en profite pour faire plus ample connaissance avec ses mamans et leur permettre de discuter entre elles, car il est compliqué de le faire dans leur chambre si étroite. Comme toujours, l'administratif tient une place de choix dans l'aide qu'elle leur apporte. Aide à la rédaction de dossiers CMU ou OFPRA, demande de bourse pour les collégiens, recherche d'un avocat pour la Cour nationale du droit d'asile. Nous tentons et parfois nous réussissons même à leur ouvrir des livrets à la poste. Jeanne n'est ni une travailleuse sociale ni une psychologue, mais une vraie mère poule prête à tout pour améliorer le sort des exilés. On les cocoune beaucoup, sûrement un peu trop, car certains se reposent un peu sur moi,
raconte-t-elle avec un bon sourire avant de reprendre la route en direction d'un supermarché local. Elle y achète des denrées pour les restos du cœur, des denrées que les restos du cœur ne donnent pas aux exilés. Les dons sont très rares, l'immense majorité des dépenses se fait sur nos propres deniers. Parfois, Jeanne débourse plusieurs centaines d'euros par mois. Elle veille toujours à ce que cela n'empiète pas trop sur le budget familial et sait qu'elle peut compter sur le soutien de son époux. Alertées par la situation des habitants de l'hôtel, Sylvaine et Elsa, 2 mères de famille, l'épaulent désormais. Pour alléger les dépenses de ces 3 généreuses bénévoles, des habitants ont mis en place plusieurs cagnottes. À ce jour, ces dernières ont permis de récolter plus de 6 000 € et depuis peu, un volontaire leur apporte même des cagettes de fruits et légumes abîmés, issus d'un supermarché discount de la ville. La mobilisation citoyenne des Pônes est remarquable à plus d'un titre, dans la mesure où elle est née dans un contexte d'hostilité. Comme dans bon nombre de cas, l'annonce de l'arrivée des exilés a ici été accueillie avec méfiance par le maire Les Républicains, qui craignait un afflux de jeunes hommes dans une zone principalement fréquentée par des familles. Le Formule 1 a malgré tout été désigné comme solution d'hébergement pour ces exilés provenant d'un centre d'accueil temporaire géré par la Croix-Rouge et voué à la fermeture. Jeanne estime que la frilosité de la mairie s'explique par la crainte d'être dépassée par la situation sur le plan aussi bien financier que sécuritaire. Elle est aujourd'hui convaincue que le fait que des citoyens fassent tampon entre les exilés et la mairie a permis à la situation de s'apaiser. Conséquence de ce travail de fond, la municipalité a mis en place une politique de soutien aux exilés. Cela se traduit par exemple par la prise en charge par le Centre communal d'action sociale de la ville de la cantine scolaire pour tous les enfants du Formule 1. Et Jeanne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son dernier cheval de bataille, aider 8 familles dans les démarches de scolarisation de leurs enfants. Cela fait 5 heures que Jeanne a quitté sa maison. Elle file à l'école pour entamer sa 2e journée auprès de ses 3 enfants. Consciente d'abattre un travail considérable pour les exilés, elle ignore combien de temps elle pourra tenir un tel rythme et préfère vivre cet engagement au jour le jour. Derrière son action constante depuis 2 ans, Jeanne pose les jalons d'une société bienveillante. En prenant le temps de connaître les préoccupations et l'histoire de chacun des nouveaux arrivants à l'hôtel, elle reconnaît leur vulnérabilité et leur construit un quotidien plus habitable. Avant de me quitter, elle se prend à rêver. Si ce qui s'est passé à notre petite échelle, dans notre petit village, pouvait avoir un écho au niveau national, je pense que les mobilisations citoyennes pourraient influencer les politiques migratoires. Voilà, c'était un chapitre de mon livre, Les carnets de solidarité. C'est une plongée dans une France qui défend sa tradition d'accueil aux éditions Payot. Et je vais régulièrement vous proposer des lectures parce que le sujet est plus que jamais au cœur de l'actualité. Merci beaucoup.